Rapide présentation déjà de Business France. Alors, peut-être, je ne sais pas si vous êtes familiers, vous tous, avec ce qu'on est ou pas du tout et nos services. Sinon, je vais passer, hein, enfin, c'est comme vous préférez. Alors, Business France, nous, on est donc une agence d'État, donc l'agence d'État dédiée à l'internationalisation de l'économie française. Donc, notre rôle, c'est vraiment d'aider les écosystèmes et les entreprises, pardon, je vous en prie, à aller à l'export. Alors, c'est notre principal secteur de métier, mais comme vous le voyez là à gauche, nous avons deux autres segments sur lesquels nous sommes présents. Donc, d'une part, l'Invest, donc tout ce qui va concerner l'investissement des entreprises étrangères en France. Donc, ça va consister en justement essayer de valoriser le savoir-faire français, les forces françaises et faire venir du coup des entreprises étrangères en France, des investisseurs. Et une offre que je pense que vous devez tous connaître, qui est le VIE-VIA, donc Volontariat international en entreprise, pour accompagner des jeunes à l'international et les déployer au sein justement de vos structures. Donc voilà, c'est nos trois grandes catégories sur lesquelles on est présent. La plus grande, hein, forcément, ça va être l'export, ça va être l'accompagnement sur l'international. Voilà, encore une fois, pour vous aider à aller à l'étranger. Donc pour ça, on a trois types d'équipes. Alors, je me permets de représenter comment on fonctionne très rapidement. Donc on a des conseillers en région, donc là c'est vraiment auprès des CCI, auprès de BPI France et auprès du coup de nos structures de Business France. Donc on a des conseillers internationaux qui sont là pour vous accompagner au plus proche avec un référent unique et vous accompagner justement dans la définition de votre démarche, de vos démarches à l'international et de votre stratégie à l'international. Donc ça c'est la première type d'équipe qu'on a. Deuxième type d'équipe, ça c'est moi. Ce sont les équipes du coup du siège de Business France à Paris et Marseille. Donc nous, on est là pour essayer de définir, enfin, d'avoir une visibilité un peu filière, de définir des grands événements collectifs sur lesquels aller à l'ensemble à l'international, ou plus largement, bah voilà, enfin, c'est là qu'il va y avoir toute la gestion des VIE, VIA. Et troisième du coup équipe, last but not least, ça va être du coup les équipes basées en bureau. Donc on a 75 bureaux à date. Avec du coup qui sont souvent localisés au niveau des ambassades, des consulats à l'international. Donc ces équipes en bureau, forcément, elles sont là pour faire le lien avec l'écosystème, connaître leur marché et du coup vous aider à vous développer sur place. Donc voilà pour une rapide présentation de Business France. Et maintenant on aborde le vif du sujet, donc structurer sa démarche pour aller à l'international. Donc la démarche pour aller à l'international, c'est jamais facile, hein. Enfin, il y a toujours énormément de choses à faire. Je ne sais pas à quel stade vous en êtes, si vous êtes tous présents sur l'international ou vous envisagez plutôt. Donc du coup, mais c'est parfait parce que du coup, c'est la présentation vous concerne parfaitement. Donc déjà, il y a beaucoup de questions en fait à se poser quand on va à l'international. C'est aller à l'international, c'est primordial. Pourquoi il faut toujours définir pourquoi vous cherchez à aller à l'international. Alors, la plupart du temps, ce qui est le plus évident, c'est chercher des relais de croissance. Donc, le marché saturé, vous y êtes déjà, vous connaissez bien, vous êtes bien installé dessus. Donc, on va chercher des relais de croissance sur d'autres marchés. Donc, ça, c'est le cas le plus classique avec la diversification des sources de revenus. Donc, tout simplement, à l'international, lorsqu'on est très dépendant de ce marché et qu'on est soumis à des aléas, ce qui est notamment le cas dans l'agrifoodtech avec l'agriculture, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà, on est par essence dans un secteur, l'agriculture, qui est fondamentalement, on va dire, instable, mais sur lequel il peut y avoir des aléas qui peuvent poser problème à la croissance d'une entreprise. Ça permet d'aborder d'autres marchés et de sécuriser du coup son chiffre d'affaires, tout simplement. Donc ça permet de diversifier son portefeuille client. Alors sur le troisième point, faciliter les levées de fonds auprès des investisseurs. Ça, c'est le troisième point, c'est absolument primordial dans votre secteur. Vous devez mieux savoir que moi. Sur tout ce qui est tech, d'une manière générale, avoir une présence internationale, ça permet de se crédibiliser auprès justement des investisseurs et ça permet justement d'assurer la solidité de votre modèle, ce qui permet justement de favoriser les levées de fonds auprès d'eux. Donc, ça, c'est absolument primordial. Ensuite, recruter et fidéliser des talents. Bon, ça, c'est plus annexe en général, ça vient plutôt après. Mais très souvent, surtout pour les jeunes étudiants qui sont très sensibilisés désormais à l'international, l'internationalisation est souvent un argument clé pour recruter et pour avoir justement des perspectives futures de développement et de mobilité dans leur carrière.
Et enfin, établir des partenariats et s'inspirer d'idées nouvelles. Donc l'innovation, c'est partout, c'est tout le temps, c'est tout le monde. Votre solution, elle peut tout à fait convenir à un marché, et puis vous ne vous apercevez pas que elle peut convenir à un autre marché. Pof, voilà, ça permet d'aller beaucoup plus rapidement dans son processus incrémental d'innovation. Donc voilà, la première démarche quand on va à l'international, c'est de se poser pourquoi on y va. Concrètement, c'est pour quelles raisons prioritairement. Ensuite, donc, si on peut revenir juste à la diapo juste avant, non, c'est bon, je peux repasser. Donc, définir sa stratégie export. Donc, ensuite, c'est comment. Comment aller à l'international. Alors là, on a essayé de vous délimiter en fait 3 grands points clés qui vous permettent en fait de structurer un petit peu votre démarche. Alors, c'est des choses qui vont paraître parfois un peu évidentes, mais c'est toujours bien. Enfin voilà, les évidences, il faut toujours les rappeler et on oublie toujours un petit peu comment s'orienter, comment aller justement sur ces marchés. Et c'est toujours bien de remettre les idées en place. Donc l'international, déjà, ça se prépare. Ça se prépare en pensant global dès la réalisation, dès la création de votre entreprise. Et même avant, si vous avez déjà un concept en tête et que vous n'avez pas encore créé votre entreprise, on pense global dès le début. Pas simplement pour se dire, je vais m'orienter sur tel marché, mais simplement pour s'imprégner d'une culture de l'international dès le début. C'est absolument primordial parce que si vous enclenchez une démarche d'internationalisation et que vous dites du jour au lendemain, je veux aller sur l'international, ça demande un certain état d'esprit, une certaine préparation, et ça peut être un peu compliqué de switcher du marché français au marché international, je dis bien en tant que culture d'entreprise, très rapidement. Donc voilà, on pense global dès le début, dès la création, on essaie d'y aller progressivement, étape par étape, et surtout, on y va du coup en suivant les différentes démarches structurées. Donc tout d'abord, établir son diagnostic export, on va y revenir après. Donc ensuite, analyser les marchés. Donc c'est absolument primordial d'analyser le diagnostic export, tout simplement pour analyser ses forces et ses faiblesses. Analyser les marchés et décrypter les opportunités. Donc deuxième grande étape, donc on analyse les marchés en profondeur et on va voir après, vous avez des outils à votre disposition pour analyser les marchés qui sont gratuits, qui vous permettent justement de vous aider à délimiter les marchés à potentiel. Et ensuite, numéro 3, évidemment, établir son plan d'action. Alors, établir son plan d'action, on y reviendra rapidement parce que concrètement, il y a autant de plans d'action qu'il y a d'entreprises et qu'il y a de marchés. Donc là, ça sera vraiment propre à votre entreprise. Alors, faire son diagnostic export. Donc, évaluer les forces et faiblesses de l'entreprise. Alors, petit aparté que j'ai oublié de vous dire juste avant, l'international aussi, on n'y va jamais seul. Jamais, jamais, jamais. Il faut forcément s'entourer avec ou des pairs ou avec du coup d'autres entreprises, d'autres startups, d'autres mentors par exemple qui peuvent vous aider et vous appuyer. Des structures du coup qui sont dédiées à l'international comme nous par exemple, mais pas que. Il y a des cabinets de conseil qui sont spécialisés dans l'export. Donc voilà, ça peut être une autre piste. Ça peut être également tout simplement en faisant appel au CCEF, donc au conseiller du commerce extérieur. Le but, c'est vraiment d'y aller de manière ensemble, groupée, pour tout simplement bénéficier des conseils des personnes qui vous entourent et ne pas se retrouver seul quand on a des écueils, puisque vous en aurez forcément des écueils. Ça arrive à tout le monde et c'est tout le temps. Donc, juste alors, petit aparté, je me suis permis de faire, donc faire son diagnostic export. Donc, le diagnostic export, c'est évaluer en fait ses forces et ses faiblesses. Là, concrètement, ça consiste en se poser toutes sortes de questions sur l'international et toutes sortes de questions sur sa propre entreprise. Avant, en fait, d'aller sur l'international, il faut faire le diagnostic de sa propre entreprise, c'est-à-dire quels sont les moyens, quels sont mes produits, qui sont mes clients, comment je communique, quelles sont les opportunités, quels sont les marchés porteurs, quels sont les marchés justement qui sont en déclin, si vous avez plusieurs solutions, etc. etc. Là, concrètement, donc, son diagnostic export, c'est le diagnostic finalement de l'entreprise, un peu plus poussé évidemment, mais c'est le diagnostic de son entreprise. Donc on évalue les forces et les faiblesses de l'entreprise pour toutes sortes de critères, donc, aussi bien pour les ressources financières, alors absolument primordial parce que aller sur l'international, il faut mettre les moyens, il ne faut pas se le cacher, ça coûte quand même un peu cher au tout début, le fait de s'orienter sur l'international, il y a un investissement initial, après un retour sur investissement qui est bien plus important, c'est un but en tout cas, mais il faut s'assurer qu'au niveau de la trésorerie, il y a bien la possibilité de déployer des fonds pour aller sur l'export. Et à ce moment-là, il faut se rapprocher évidemment de toutes les structures d'aide au financement, que ce soit BPI France, que ce soit COFAS, que ce soit les banques privées, etc.
première étape. Aussi, alors, sur les ressources financières, il faut aussi s'assurer que les équipes, du coup, vos équipes financières soient bien en capacité de gérer, du coup, les paiements internationaux, donc, parce que ce sont des paiements qui sont particuliers. Et ça permet également de voir au niveau des ressources financières si vos équipes sont en capacité de gérer des factures, par exemple, en langue étrangère. Certains pays, ça va être très facile parce que ça va être actualisé en anglais. Pour d'autres pays, par exemple, je pense à la Chine. La Chine, c'est systématiquement chinois. Donc voilà, il faut s'assurer d'avoir des équipes qui permettent d'avoir des factures, de gérer des factures en chinois. Parce qu'avant, en Chine. Ensuite, au niveau des ressources humaines. Donc, les ressources humaines, il s'agit de faire concrètement un peu le diagnostic de son organigramme. Vos équipes, est-ce qu'il y en a qui ont déjà d'expérience, qui sont déjà allés à l'international? Quelles sont les langues parlées? Est-ce que vous avez des ressources? Est-ce que ça veut dire que du coup, si jamais vous êtes déjà toutes vos équipes sont totalement full, ça veut dire qu'il va falloir dégager une nouvelle ressource? Est-ce que vous avez des équipes qui ont des appétences pour aller sur l'international? Est-ce que vous-même, vous êtes d'ailleurs bien apte, vous êtes prêt à aller justement sur l'export? Ça demande également de s'assurer d'avoir des personnes qui vont encadrer également des ressources pour aller sur l'export. Parce que vous allez avoir des équipes qui vont aller sur un marché, bien sûr, mais il faut qu'elles soient chapeautées. Il faut s'assurer que l'équipe en question soit bien apte à aller justement sur le marché. Parce que parfois, il s'agit tout simplement d'une concordance entre la personne, la ressource qui est dédiée à un marché, et le marché. Parfois, voilà, ça ne marche pas parce que culture des affaires différentes, parce que manque d'appétence ou autre chose. Au niveau des capacités de production, alors ça va paraître évident, mais qui dit international dit forcément une augmentation des capacités de production. A priori, en tout cas, c'est le but qui est recherché. Donc, il faut s'assurer que ces outils soient bien dimensionnés pour assurer une augmentation de la production pour absorber la croissance à l'international. Il faut également s'assurer que ces outils de production permettent bien une adaptation aux différents pays. Dans le sens que si vous avez une réglementation locale qui demande une adaptation, j'en sais rien, je parle par exemple pour la food tech, pour des produits alimentaires, une adaptation spécifique de l'emballage ou de l'étiquetage, il faut s'assurer que les outils de production sont bien calibrés pour répondre du coup à cette contrainte. Connaissance des concurrents. Alors la connaissance des concurrents, c'est connaître ses concurrents sur le marché local et connaître ses concurrents à l'international. Et c'est tout simplement déterminer la plus-value, quel va être le critère différenciant de votre entreprise par rapport aux concurrents. Est-ce que ces concurrents, évidemment, sont présents sur d'autres marchés? L'expérience à l'export, ça rejoint un petit peu du coup les ressources humaines. C'est l'expérience à l'export de votre entreprise qui est du coup déjà présent, qui a déjà été en export, qui a déjà une expérience à l'international. Et connaissance de l'écosystème d'appui au TPE-PME. Alors là, on va y revenir, mais du coup, il y a énormément de structures dédiées pour vous aider, vous appuyer, essayer de comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne, parce que ce n'est pas forcément évident. Donc, savoir qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui vous est dédié. Donc, numéro 2, ça va être donc, analyser les marchés et décrypter du coup les opportunités. Donc, alors là, sur cette partie-là, il s'agit de tout simplement essayer d'évaluer et de prioriser les marchés sur lesquels vous allez vous orienter. Alors, prioriser les marchés, ça se fait vraiment progressivement. Et c'est pour ça qu'on parlait de pensée globale dès le début, parce que cette démarche, dans l'idéal, en fait, il faut qu'elle soit vraiment extrêmement progressive et extrêmement... elle doit être assez longue. C'est la démarche en fait la plus importante de toute la structure qui va définir en fait votre réussite sur les marchés, sur le futur marché sur lequel vous allez vous orienter. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont un peu le tort de un peu survoler cette étape en se disant j'y vais un petit peu au culot. Mon produit, mon service, il est génial, c'est évidemment le cas. Mais voilà, aller sur d'autres marchés, ça demande un peu plus que mon produit est génial, donc j'y vais au culot. Donc cette étape, nous on insiste beaucoup à chaque fois là-dessus parce que c'est tout ce qui va déterminer, tout le reste, c'est ce qui va déterminer votre stratégie, c'est ce qui va déterminer votre réussite a posteriori. Donc ça va définir en fait l'ensemble de votre démarche et l'ensemble de votre succès. Donc sur l'accompagnement, premièrement, ça va être la priorisation.
Donc pour la priorisation, ça va être le regroupement en fait, hein, de toutes les informations que vous pouvez avoir hein, sur les différents marchés sur lesquels vous souhaitez vous orienter. C'est un petit peu essayer de définir en fait un échantillon de marchés cibles sur lequel vous pensez que vous avez du potentiel. Hein. Là, concrètement, ça peut être assez large. Hein. À partir de cette démarche-là, on voit beaucoup de pays. Et donc à partir de là, on essaie de déterminer à partir de critères quantifiables, de critères qualitatifs et de critères qualitatifs, quels sont justement les marchés qui ont le plus d'intérêt. Donc ça va être tout simplement des marchés macroéconomiques, hein, tout simplement le PIB par habitant, le PIB, le climat des affaires, la culture locale, ou des critères qualitatifs qui sont un peu plus compliqués à collecter en général, qui va être tout simplement l'appétence des consommateurs ou des clients finaux pour votre produit, parce que certains pays sont très intéressants. Voilà, sur l'agriculture, il peut y avoir un énorme potentiel, mais on sait que la culture des affaires locales, la culture des agriculteurs locaux n'est pas encline à tel type d'opportunité, à tel type de solution. Ça peut être également, donc sur la priorisation, des critères de type réglementation. Voilà, la réglementation. Alors, il y a un énorme potentiel. Je pense par exemple aux USA hein, sur la robotique agricole. Il y a un énorme potentiel sur place, évidemment. Simplement, sur des marchés comme la Californie, la législation est très contraignante. Donc, c'est très compliqué d'y aller. Donc, par exemple, on évite d'aller sur la Californie quand, en tout cas, on a sa première expérience à l'international en tant que robotique agricole. Donc ça fait partie justement d'un ensemble de critères qui sont parfois un peu compliqués à collecter, des informations qui sont un peu compliquées à collecter. On va revenir dessus après. Vous avez des outils hein, pour ça, qui peuvent vous aider, pour vous appuyer justement dans cette démarche qui vous permettent justement d'y voir un peu plus clair. Ça va être un travail de veille permanent, tout simplement. On s'abonne à des newsletters hein, pour essayer de comprendre tel ou tel marché. On essaye de comprendre, d'avoir des informations en permanence. Et alors, une fois qu'on a défini, en fait, justement, on a collecté un certain nombre de critères, on a défini un échantillon de pays qui sont intéressants, on a collecté les informations, on fait une classification, on fait une hiérarchisation en fonction de ces informations. Et donc, dans ce cas, ça permet tout simplement, ça consiste à moduler les informations que l'on a collectées de façon simple selon les critères qui vous appartiennent pour définir le marché qui va être prioritaire en fonction justement de l'ensemble de ces informations qui ont été collectées. Une fois qu'on a priorisé justement les principales informations, et une fois qu'on a hiérarchisé, on se base ensuite sur une étude de marché pour bien comprendre le marché qui a été ciblé. Donc là, on va encore plus loin dans l'analyse, encore plus loin dans le fait de collecter les informations hein, sur le marché pour vraiment essayer de comprendre. Et la culture des affaires. Oui, je vois qu'il y a une question. Ah, pardon, on ne m'entend pas. Oui. Je vous remercie pour les étapes que vous listez. Ma question, c'est dans ma tête, dans mon plan potentiel de développement à l'international, je me disais qu'une fois que tout ça avait été fait, donc la priorisation, veille, étude de marché, expertise réglementaire, pour aller vraiment en finesse dans le marché et savoir si on a un potentiel, dans ma tête, moi c'est ce que j'ai projeté, je m'étais dit de potentiellement mettre un VIE sur ce pays cible. Et ma question, c'est envoyer, quand on est une petite boîte, envoyer une personne seule dans un pays juste pour faire cette analyse fine du marché. Est-ce que vous avez des retours d'expérience sur la réussite ou pas? Parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment un début de commercialisation, c'est plus un avant arrivé, simplement pour vraiment analyser finement un marché avec une personne. Alors oui, excellente question. Sur le VIE, effectivement, le VIE, on l'emmène sur le marché. Et la différence, en fait, pour collecter des informations, le VIE ne va pas forcément être la solution la plus idoine, on va dire, la plus adaptée à votre cas de figure. Et on va revenir après, vous avez un nouveau dispositif justement qui existe, qui permet de pallier en fait à ce problème. Tout simplement, pour l'instant, il n'y avait que cette solution d'aide au niveau RH qui permettait de projeter justement une ressource sur le marché. Or, l'export, il commence dès qu'on est sur le territoire français, il commence pas quand on est prêt à commercialiser et à aller sur le marché. Ça ne marche pas tout à fait comme ça. Donc, il y a une nouvelle mesure qui est sortie automne 2023, il me semble. Ça s'appelle le VTE, le volontariat territorial en entreprise, et qui permet justement de dédier une ressource à l'export, à l'international, mais en France.
et qui permet après de se transformer en VIE a posteriori, hein, donc à plus long terme, si jamais du coup l'essai est concrétisé. Donc c'est notamment plutôt ce type de ressources hein, qui permettra de faire une étude de marché et de vraiment délimiter les informations importantes. Parce que si on met une ressource sur un marché, c'est qu'on commence à se projeter au niveau de la prospection et donc on commence, c'est qu'on est prêt. Voilà, c'est que la solution, tout doit être prêt, tout doit être finalisé. Enfin, tout, hein, j'exagère un petit peu, mais on va dire 90% du travail doit être fait. Là, donc, mais j'y reviendrai après, hein, puisque du coup, vous aurez après un petit topo sur les nouvelles mesures, justement, qui sont actuellement ou qui vont bientôt être développées. Donc, on pourra revenir dessus par la suite. Donc sur l'étude de marché, encore une fois, vraiment avant d'y aller, donc on n'y va pas sur le marché tant qu'on n'a pas fait cette étude de marché. Et là, alors c'est pour ça que c'est assez important en général d'être accompagné à ce stade-là, tout simplement parce que ça permet de gagner du temps. Hein, les ressources, la principale ressource, hein, c'est le temps. Donc là-dessus, je pense que vous savez mieux que moi. C'est là-dessus que ça permet de faire. L'externalisation permet vraiment de gagner du temps. Ça permet de limiter les risques, hein, tout simplement aussi. Éviter de se disperser dans la recherche d'informations et d'avoir des informations erronées, parce que si on est en France et qu'on essaie de faire des recherches d'informations, c'est pas toujours facile. Et donc l'aide à la décision, donc disposer de données concrètes et vérifiées. Alors là, vous avez on peut passer à la diapositive suivante, merci Baptiste. Vous avez justement pas mal de ressources gratuites qui sont à disposition. Sinon, clique. Voilà. Donc, pas mal de publications. Donc, là-dessus, vous avez pas mal, en fait, de publications qui existent. Donc, vous avez notamment Poésie, hein, qui est fait par le gouvernement et qui permet de délimiter les marchés avec le plus de potentiel. Vous avez les journées Export Agro, donc, qui sont une semaine d'informations marché, de webinaires sur des informations marché qui arrivent en mars chaque année, donc en lien avec le Sénat. Et vous avez du coup nos publications, les publications de Business France et de la Team France Export. Donc tout ça en principe est désormais entièrement accessible, quasi intégralement accessible sur le site de la Team France Export. Donc ce sont vraiment des publications gratuites sur une série de marchés donc n'hésitez pas à y aller et à regarder ce qui existe. Donc notamment, alors ce qui est intéressant pour vous, c'est le livre blanc ou exporté agro. Donc ça c'est l'analyse purement agro, donc c'est vraiment un focus spécifique au secteur, d'une quarantaine de pays à l'international sur lesquels il y a le plus de potentiel pour les produits français. Donc dedans, voilà, vous avez des fiches sectorielles, les principales informations hein, sur un marché, que ce soit des informations macro, on en parlait tout à l'heure, de type PIB, nombre d'habitants, etc., surface agricole utile, ou des informations beaucoup plus spécifiques à une filière. Donc ça, première ressource très importante, c'est ce qui permet, on va dire, d'avoir un panel d'informations relativement riche, mais très synthétique. Si jamais vous désirez aller plus loin dans la délimitation de l'information, vous avez des fiches marché. Donc, des fiches marché, donc là, on a 1050 fiches marché donc, qui ont été publiées en 2023. Donc là, ce sont des fiches qui sont particulières à un secteur d'activité. C'est-à-dire que non seulement il y a l'agro d'une part, mais voilà, là, on va encore plus loin. Par exemple, ça va être l'analyse de fiches marché produits laitiers. L'analyse de fiches marché, j'en sais rien, ça va être équipement et solutions pour l'agriculture. Donc voilà, là, on va à chaque fois un tout petit peu plus loin. Et enfin, encore plus loin dans l'information, ce sont des grandes études qui sont commandées par le ministère chaque année, donc qui vont analyser une série de marchés qui sont déterminés comme étant à potentiel hein, par le ministère de l'Agriculture. Voilà, c'est 3 à 4 études chaque année. Typiquement en 2024, qui ont été publiées en début 2024. Vous avez du coup sur les équipements et solutions pour l'agriculture les USA et la Roumanie, et pour tout ce qui est produits alimentaires, il y a eu les USA et la Corée du Sud. Là, durant le courant de l'année, il va y avoir le Vietnam, l'Allemagne, les marchés ibériques, etc. Donc il va y avoir plusieurs études. Alors, j'ai pas envie de vous dire trop de bêtises là-dessus, mais voilà, soyez attentifs aux études ministérielles qui ressortent et qui permettent vraiment d'aller beaucoup plus loin dans l'analyse et la compréhension de vos marchés. Enfin, sur la culture des affaires, vous avez également, absolument primordial de comprendre la culture des affaires quand on va sur un marché, c'est les guides des affaires, donc les guides des affaires qui sont un peu des bibles pour comprendre justement quelle est la culture des affaires locales, quels sont les principales, on va dire, principaux organismes justement qui existent sur le marché mondial, sur le marché local, quels sont les contacts, les principaux contacts à avoir, avec des analyses des potentiels de marché, etc. On va arriver du coup au numéro 3,
donc établir son plan d'action. Donc le plan d'action, donc là, comme je l'ai dit, en fait, il va y avoir autant de plans d'action qu'il y a finalement d'entreprises existantes et qu'il y a de marchés existants. Donc, une fois qu'on a délimité son marché le plus important, celui justement sur lequel on veut aller, il faut forcément délimiter un. Je précise, parce qu'on évite de se disperser, on évite d'aller sur plusieurs marchés en même temps, on va sur un marché. Alors après, un marché, ça peut être relativement large, dans le sens que ça peut être, je n'en sais rien, enfin voilà, l'Europe de l'Est. Voilà, ça peut être une zone. Simplement, on évite tout simplement de se dire, on est en Europe de l'Est et sur un marché qui n'a rien à voir avec l'Europe de l'Est, donc on va dire les USA. On évite de se disperser en allant sur plusieurs marchés à la fois. Donc établir son plan d'action, donc là ça va consister tout simplement à essayer de déterminer quelle est la stratégie optimale pour aller sur le marché, et c'est pour ça que l'étude de marché est absolument primordiale, parce que c'est ça qui va déterminer l'ensemble de votre stratégie future sur le marché. C'est à partir de toutes les informations collectées, comment on fait pour aller sur le marché. Alors ça c'est aussi bien en termes de ressources. Est-ce que j'emmène une ressource locale? Est-ce que j'essaie de gérer ça de France, ou est-ce que du coup on met un potentiel commercial sur le marché? Ça peut être également tout simplement essayer d'externaliser justement ce développement sur le marché ciblé. Je n'en sais rien, ça peut être tout simplement au niveau stratégique d'adopter pour une joint venture. Donc sur place, on se dit que voilà, c'est inutile de dédier une ressource soit sur place, on prend un potentiel partenaire sur place et on y va du coup via ce partenaire. Ça peut être aussi passé par des incubateurs, ça peut être passé par des associations locales. C'est extrêmement large et tout dépendra en fait finalement de vos précédentes étapes, de pourquoi vous souhaitez y aller et comment vous souhaitez y aller. Donc, établir son plan d'action, une fois que vous avez déterminé justement quelle est la stratégie optimale, on peut passer, il y a plusieurs stratégies, ça peut être passé par des actions collectives ou collaboratives, donc c'est-à-dire passer par un groupement d'entreprises qui va ensemble sur place et permettre justement de favoriser les synergies entre les entreprises sur place pour aller sur le marché ciblé. Ça peut être un accompagnement individuel, donc là, sur l'accompagnement individuel, c'est d'y aller seul. C'est compliqué, comme j'ai dit, c'est le plus facile, forcément, c'est d'y aller avec quelqu'un. Et également, du coup, quels vont être les leviers de financement? Donc, sur les financements, on y reviendra après. BPI-France a notamment pas mal d'actions qui sont là. Et sachez également qu'il y a des aides régionales aussi pour vous aider à vous développer à l'international. Alors, ça dépend de chaque région, ça dépend à chaque fois, en fait, de où on est situé. Voilà, il y a des régions qui sont plus ou moins généreuses sur cet aspect. Donc, sur ça, je vous enjoins à... Je vous en prie. Je vous enjoins à vous rapprocher de votre CCI locale, car c'est elle qui aura l'information tout simplement sur l'ensemble des subventions régionales qui peuvent exister. Et une fois qu'on a déterminé tout ça, donc le support opérationnel, la communication, comment on fait justement pour adapter sa communication sur place et son outil de production pour aller sur place. Donc voilà, une boîte à outils qui permet un petit peu de reprendre un petit peu tout ce que l'on a dit, donc tout simplement avec information, préparation, conseil, accès marché, prospection des marchés, communication et accélération marché, et qui vous permet de vous figurer comment on peut aller justement sur l'international étape par étape. Tu peux passer... Et donc voilà, alors sur les structures qui existent, alors il y a un plan qui est sorti il n'y a pas très longtemps, tout simplement en automne 2023, qui s'appelle le plan Oser l'export. Alors Oser l'export, si on peut revenir juste avant. Donc le plan Oser l'export, qui sont une suite de 13 mesures qui permettent en fait de compléter le panel existant de mesures qui existent pour aller à l'international pour les entreprises françaises. Donc il y a des aides qui existent déjà, donc on en a déjà un petit peu parlé, notamment avec les études de marché existantes. Si tu peux passer du coup à la suivante. Également, donc, les CCI France proposent des formations, des diagnostics export, des coachings et des élaborations du coup de plans export. Et BPI France, sur les solutions qui existent publiques, permettent d'avoir tout un panel de solutions, de financement sur l'export, d'assurance export, donc c'est tout ce qui va être crédit export, etc. D'accompagnement, ils ont leur propre du coup, service d'accompagnement, d'investissement et d'innovation.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle alors concrètement la Team France Export. Donc si jamais vous avez déjà entendu parler de la Team France Export, sachez que c'est ça. C'est le regroupement en fait de toutes les structures publiques et parapubliques qui sont dédiées à l'export. Donc de Business France, de CCI France et de BPI France. Donc à chaque fois il y a France dedans, donc on ne confond pas, on peut vite confondre entre les trois. Mais voilà, chacune est vraiment spécialisée sur son segment d'activité. Donc la CCI, ça va plutôt être sur le diagnostic, hein, donc la première étape dont on parlait tout à l'heure, ça va plutôt être sur l'amont, comment se préparer. Business France, ça va être comment aller sur le marché. Et ensuite, BPI France, qui est là pour apporter les solutions de financement. Donc voilà, les trois se complètent, se combinent, et il ne faut pas hésiter à profiter aussi bien les unes que des autres. Donc justement, d'ailleurs, si on propose, voilà, il y a une synergie de solutions qui existe. Donc comme vous le voyez, on commence tout simplement avec... Alors, en amont, bien plus en amont, ça n'a pas été décrit, hein, mais voilà, il y a les solutions de la SSI. Ensuite, viennent des solutions de Business France avec les études de marché, les panoramas sectoriels, l'identification des conditions d'accès au marché, notamment réglementaires, parce que voilà, on a un service réglementaire qui est dédié justement à essayer de comprendre la réglementation des différents marchés. Ensuite, du coup, sur faciliter et accélérer votre prospection, donc là, on commence à aller sur le marché progressivement, on commence à prospecter. On va sur des salons, on va sur... des missions collectives, on fait des actions de communication. Donc là, BPI France vient en complément avec l'assurance prospection, qui permet de garantir en fait une prise en charge du risque financier de votre développement. Ensuite, du coup, ça s'accélère, vous êtes bien implanté sur le marché. Donc là, BPI France est là pour vous aider à financer votre développement commercial et sécuriser votre projet. Donc vous avez l'ensemble du coup des solutions qui existent au niveau de BPI France qui sont décrites ici. Je ne vais pas y revenir parce que je suis navrée, ce n'est pas ma spécialité pour le coup. Mes collègues de BPI France font un atelier là dans l'après-midi. Vous pourrez leur poser des questions si jamais vous êtes plus intéressés. Et du coup, après, vient enfin, à la fin, la pérennisation de la présence. Vous êtes présent sur le marché, vous êtes bien installé. Alors, quand on pérennise sa présence, il faut bien garder en tête qu'il faut un processus d'amélioration incrémentale. Donc, c'est en permanence qu'on se forme sur l'export. Une fois qu'on a justement bien abordé son marché, qu'on est présent et qu'on a des clients sur place, on continue de se renseigner sur le marché, on continue de le fouiller, on continue de prospecter. Donc là, pour pérenniser sa présence, donc solution RH, le VIE, donc la solution justement la plus facile pour avoir une jeune ressource avec soi, la mise en place de réseaux de distribution et le choix du type d'implantation, avec du coup l'assurance investissement de BPI France qui vient en complément de toutes ces solutions. Alors, sur le plan aux l'export, donc il y a 3 piliers stratégiques et 13 mesures. Donc, c'est justement un plan qui vient apporter des compléments donc, pour tout ce qui manquait jusqu'à présent pour les entreprises dans leur projet export. Donc, on va reprendre justement, alors là, c'est le tout premier justement, investir dans l'humain et les territoires, aider à l'embauche d'un jeune dédié à l'export, le volontariat territorial à l'export. On peut rester sur la diapositive. Volontariat territorial à l'export. Donc là, comme on l'a dit, ça permet justement d'embaucher une jeune ressource en France, qui va rester en France. Donc voilà, c'est entre 1 et 2 ans. Donc c'est sous les mêmes conditions que le VIE, entre 18 et 28 ans, et qui permet justement de dédier une ressource pour explorer le marché international, d'une part, et pour faire le suivi, si jamais vous êtes déjà présent à l'international, faire le suivi justement des actions déjà présentes. Alors il y a des conditions pour avoir accès à ce VTE. C'est l'entreprise du coup doit avoir un département export qui fait moins de 2 personnes et doit faire moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires à l'export. Donc voilà, c'est plutôt dédié en fait aux startups et aux PME qui commencent tout simplement à explorer de nouveaux marchés. C'est pour tous les primo-exportateurs, tout simplement parce qu'on considère qu'une fois qu'on est bien structuré sur l'international, eh bien on a le VIE qui est là justement pour aller sur les marchés ciblés. Donc, sachant que ce volontariat territorial export, autre condition, la jeune ressource doit avoir minimum un bac+3. Voilà. Ensuite, il y a le VIE pour tous. Donc, le VIE pour tous, c'est l'élargissement de la condition des VIE pour des ressources qui n'étaient pas pour l'instant tellement touchées en fait par le VIE, parce que on s'est parti du constat que le VIE, c'était beaucoup de bac+5, voilà, issus d'écoles de commerce ou ce type de profil, alors que d'autres profils sont tout à fait intéressants justement pour aller sur l'export.
Donc, ça permet de soutenir en fait l'embauche de jeunes VIE issus de formations courtes, donc toujours sous la même condition, de 18 à 28 ans, avec un contrat qui va de 6 à 24 mois, etc. Donc, soutenir l'embauche de jeunes VIE issus de formations courtes jusqu'à Bac+3 ou de quartiers prioritaires de la ville. Et ça permet une prise en charge financière de 2 mois de mission pour ce VIE. En numéro 3, vous avez du coup, alors là, c'est lancement d'un programme parlementaire pour l'export, pour ancrer le réflexe export dans les territoires. Donc ça permet en fait de développer le réflexe export dans les territoires. Donc tout simplement parce que c'est parti d'un constat qu'en France, il y a seulement 20% des PME qui participent à l'export. En Allemagne, c'est 80%. Donc concrètement, là, c'est essayer de favoriser en fait une maille locale qui permet d'embarquer l'ensemble des ressources d'un territoire, dont les parlementaires, dont le réseau institutionnel, pour aller ensemble à l'export. Donc ça permet d'encourager l'export en levant les freins. Donc il va y avoir des formations, etc., des événements qui vont être à l'initiative de parlementaires pour l'export local pour essayer de favoriser un meilleur maillage territorial de ce réflexe export. Ensuite, donc, numéro 4, former les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain aux outils d'accompagnement de l'export. Donc là, c'est la formation et la sensibilisation à travers justement la création de l'Académie de l'export. En gros, ça consistera en une sorte de club avec du coup des formations qui seront gratuites. Donc là, il faudra se rapprocher de vos CCI, puisque ce sont les CCI qui ont justement dans le cadre de leur stratégie, de la délimitation de la stratégie amont des entreprises, qui seront les maîtresses de cette création de l'Académie de l'export pour emmener les entreprises à l'international. Et comme ce seront des sortes de clubs export entre guillemets, je vais vraiment délimiter un club, ce sera également pour essayer de favoriser un partage d'expérience entre les différentes structures qui sont déjà allées à l'international. Donc, par exemple, les CCEF seront des composantes prioritaires. Faire gagner la France à l'export. Donc là, les pavillons France pour tous. Alors, les pavillons France, ça fait partie du panel des solutions de Business France. Donc, les pavillons France, ce sont des regroupements d'entreprises qui vont sur des grands salons à l'international, qui ont été préciblés par nos équipes comme étant prioritaires pour chacun des marchés. Donc là, on a des pavillons France sur les grands salons internationaux de l'agroalimentaire, comme à Nougat. On va avoir également des pavillons France sur tous les grands salons internationaux d'équipements et solutions pour l'agriculture et l'agroalimentaire. Par exemple, Agritechnica l'année prochaine. Pour lequel d'ailleurs on a eu notre tout premier pavillon France l'année dernière, donc il s'est très très bien passé. Donc là, ça consiste en renforcer cet accompagnement, tout simplement en augmentant le niveau de subvention qui sera amené, puisque ces pavillons France sont subventionnés par défaut. Et le financement était jusqu'à présent d'environ 15% du coût total de la participation. Or, on était très en retard par rapport à nos concurrents italiens et allemands. Donc, désormais, c'est relevé entre 30 et 40%, 30% en moyenne, pour chacun des pavillons France. Donc, voilà, ce sont des aides qui viennent de manière supplémentaire à ce que vous avez. Donc, les offres du pavillon France les comprennent par défaut. Et qui permettent de favoriser l'accès de ces pavillons France à tout le monde. Faire connaître les produits français en ligne, donc les marketplaces. Alors ça, c'est parti du principe aussi que le commerce digital B2B ne cesse de croître. Alors, bientôt, là, je crois, d'ici 2030, on estime que 3/5 du coup des échanges B2B dans le monde se feront par le e-commerce. Donc c'est énorme, il faut savoir anticiper. Donc, désormais, il va y avoir un marketplace justement pour les produits français qui permettent aux entreprises françaises de se référencer dessus et qui sont ensuite cette marketplace est communiquée à l'international et qui permettent de mettre en relation les acheteurs internationaux avec les entreprises françaises. Pour l'instant, sachez que cette marketplace, elle est uniquement ouverte aux biens de consommation, donc plutôt produits alimentaires et cosmétiques. À terme, elle sera ouverte à toutes les solutions, du coup, toutes les entreprises existantes de tous les secteurs d'activité, y compris du coup machinisme, y compris équipement, les solutions de services, etc., etc. Encore une fois, soyez vigilants. D'ici la fin d'année, en principe, cette marketplace, elle sera ouverte à tout ce qui est équipement et solutions pour l'agriculture et l'agroalimentaire. Renforcer du coup l'image des produits français à l'international, donc création de la marque France, donc ça c'est plutôt, on va dire, une communication qui nous concerne nous. Donc je ne sais pas si vous avez entendu parler de la campagne Make It Iconic. Donc là voilà, c'est une campagne de communication sur la marque France à l'international, ça me concerne assez peu, donc je ne vais pas y revenir.
Former à l'utilisation des accords commerciaux. Alors, c'est très important, donc il va y avoir une série de formations qui vont être progressivement, programmées sur les différents prochains mois, différents prochains trimestres, et qui permettent de former justement l'ensemble des utilisateurs à l'utilisation des accords commerciaux et notamment des accords de libre-échange. C'est parti aussi, encore une fois, d'un constat qu'il y a trois exportations sur 10 qui ne bénéficient pas à plein, justement, des accords de libre-échange. Concrètement, c'est des centaines de millions d'euros de perdus pour l'ensemble de l'économie française. Donc, pour essayer de faire en sorte que les entreprises connaissent ces accords de libre-échange, connaissent les accords commerciaux, il va y avoir ces formations pour vous permettre d'optimiser l'utilisation de ces accords commerciaux. Ensuite, préparer l'avenir, et là, ça vous concerne particulièrement, puisque c'est un pilier qui est particulièrement dédié aux entreprises innovantes. D'une part, il va y avoir France 2030, alors faire naître des pépites dans les secteurs stratégiques. Donc, France 2030, je ne vais pas y revenir, vous connaissez, c'est une mesure qui permet justement de favoriser le financement de solutions innovantes françaises dans des secteurs stratégiques, dont les équipements et solutions pour l'agriculture et l'agroalimentaire. Et il y a désormais un plan export, donc qui s'appelle le France 2030 Export, pour aider les entreprises à aller sur l'international, les entreprises innovantes. Donc c'est tout simplement une mesure qui permet de bénéficier de l'ensemble des solutions qu'on a vues juste avant, donc diagnostic export, etc., qui seront prises en charge à 50% jusqu'à 100 000 euros. Donc concrètement, vous avez 100 000 euros de solutions, vous pouvez faire appel à 100 000 euros de solutions, et vous avez jusqu'à 50 000 euros de prise en charge sur ces 100 000 euros. Donc encore une fois, c'est pour essayer de favoriser l'internationalisation de petites structures innovantes qui ont un fort potentiel à l'international. Ensuite, Booster Champion de demain. Donc ça, ce sont des programmes collectifs. Comme je l'ai dit, le collectif, c'est souvent clé quand on va sur l'international. C'est plutôt le collaboratif qui fonctionne. Donc ça, ce sont des gros programmes justement de nature plutôt collective et collaborative où on regroupe des entreprises qui vont ensemble sur un marché, des entreprises pertinentes et de savoir-faire et complémentaires sur un marché particulier selon justement le secteur d'activité, sur des secteurs du coup géographiques à croissance. Et ce sont des boosters avec un accompagnement très long terme. Concrètement, c'est jusqu'à 1 an d'accompagnement avec du coup toute une série d'ateliers, de projections sur place, de campagnes de pérennisation ensuite pour aider les entreprises à s'installer sur le marché avec une prise en charge financière jusqu'à 60%. Donc c'est très intéressant au niveau financier. Soutenir donc les entreprises françaises dans les projets à l'international. Alors ça, ce sont malheureusement des choses que je mesure moins parce que ce sont des solutions financières, donc c'est plutôt du côté de Bpifrance. Moderniser et digitaliser nos outils de financement du commerce international. Donc ça, c'est essayer de favoriser le fait d'avoir des outils, justement, vos outils qui soient modernisés et qui permettent de favoriser l'utilisation du coup de l'ensemble des solutions existantes. Et ensuite, numéro 13, de faciliter l'accès au financement export de l'État aux PME, notamment pour les petites structures de moins de 1 million, les petits projets de moins de 1 million d'euros, favoriser l'accès au crédit export de Bpifrance. Voilà, donc c'est l'ensemble, du coup, tout le suite, la suite de la présentation, donc c'est le détail de chacune de ces structures, donc vous pouvez revenir si jamais vous avez d'autres questions. Voilà, sinon j'en ai terminé, j'espère que ça vous a intéressé, et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Déjà, merci pour la présentation. Vous avez parlé de beaucoup de choses. Moi, j'avais une question, c'est dans les ressources que vous avez, soit dans les documents qui existent, soit dans les choses que vous pouvez mettre en place dans l'accompagnement, c'est de savoir, et c'est vraiment quelque chose de très stratégique, alors je ne sais pas dans l'AG, mais nous, on investit dans différents domaines, et je sais qu'on a des sociétés à l'international, ça peut être vraiment capital. Est-ce que vous avez une bonne connaissance sur les marchés? Est-ce que vous accompagnez les entreprises sur vraiment la structure de décision, je dirais, dans la chaîne de valeur, en fait? Ça, c'est quelque chose qui est clé. Et souvent, quand une entreprise se lance à l'export, si elle ne connaît pas ça, qui sont les donneurs d'ordre, quelle est la chaîne de valeur, ça peut être un sacré casse-gueule, en fait, quoi. Au-delà de connaître la concurrence, connaître le réglementaire, voilà, c'est finalement qui sont les donneurs d'ordre, qui sont les intermédiaires sur un marché. Et sachez que c'est vraiment un truc qui est capital. Et je pense que se lancer sur un marché à l'export, si on ne connaît pas ça, ça fait un petit peu écho à la question de madame tout à l'heure. Nous, on a vu avec certaines entreprises, on a créé une filiale, etc.
mais on avait aussi des commerciaux qui étaient multicartes et qui étaient aussi en partie implantés à l'étranger. Mais assez vite, on se heurte à on ne savait pas qu'en fait, il y avait un distributeur, un revendeur, un truc. Et en fait, ça, c'est vraiment terrible. Alors, voilà, déjà en France, c'est compliqué. Alors, en fait, c'est pour ça que, encore une fois, je reviens là-dessus, y aller seul, c'est compliqué, en fait. C'est pour ça qu'il vaut mieux s'entourer. Et les intermédiaires, en fait, Business France, c'est plus ou moins un intermédiaire dans ce cadre-là. On fait plus ou moins écho à tout ce qui est cabinet de conseil. Il y a des cabinets de conseil privés qui existent là-dessus. Mais le rôle de nos équipes sur l'international, qui sont présents sur les marchés ciblés, c'est vraiment justement de connaître ces intermédiaires clés, de connaître quel va être l'importateur-distributeur clé sur ce marché pour tel type de produit. Voilà, si j'en sais rien, c'est au niveau de la stratégie qui est suivie, si on cible plutôt le réseau Horeca plutôt que le réseau retail lorsqu'on est présent sur le marché des produits alimentaires ou des marchés, plus largement de tout ce qui est consommable, eh bien, ça va être quoi l'importateur distributeur pour toucher le réseau Horeca. Donc ça, c'est vraiment... et là-dessus, il n'y a pas en fait de possibilité autre que d'être présent sur place. On peut faire tout ce qu'on veut, c'est vrai, mais s'il n'y a pas de ressources présentes sur place, ça sera compliqué. Ce sera forcément compliqué parce que on ne mettra forcément telle ressource parce que on n'a pas, comme j'ai dit, le temps c'est une ressource précieuse et on n'a pas forcément le temps de regarder tous les importateurs, distributeurs. Et en plus, parfois, c'est très opaque. D'autant plus, ouais. Si leur dit qu'il faut mettre les pieds sur le pavé, dans le street, c'est flux. Et en même temps, il faut effectivement développer cette écosystème. C'est ça. Alors, c'est pour ça, en fait, c'est important, encore une fois, de passer parce que nous, on est identifiés, en fait, auprès de ces importateurs, distributeurs, et ils savent que quand on les approche, c'est pour recommander une entreprise qui a un projet qui est stable et qui est vraiment pérenne sur le marché. Donc, voilà, et c'est d'autant plus important sur des pays tiers, sur lesquels, notamment, alors je pense plutôt là au marché asiatique. Par exemple, le marché asiatique, si on ne connaît pas la personne, c'est compliqué. C'est-à-dire que et je parle d'entreprises vraiment clés du secteur français. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un témoignage d'un ingrédientiste qui est leader en Europe, qui a voulu aller sur un marché asiatique et qui a essayé d'appeler en disant on est un tel. Il s'est fait raccrocher au nez parce que il ne connaissait pas. Donc on ne connaît pas, c'est pas grave, hop, on raccroche. Donc il faut vraiment trouver des personnes qui permettent d'être intermédiaires et qui sont connus en fait de ceux qu'on vise et de ceux qu'on cible. Je suis désolée, je crois que c'est... Je reviens sur je rebondis sur ce qu'a dit monsieur. Est-ce qu'il n'y a pas... peut-être que ça existe déjà, mais si ça existe, tant mieux. Par pays, ou on va dire par marché dans l'agritech, qui sont assez porteurs. Il y en a quand même quelques gros marchés. Vous parliez du continent américain. Moi, je pense aux États-Unis, même l'Amérique du Sud. Est-ce que par marché, il n'y a pas des systèmes pour les startups ou des sociétés dans l'agri-food tech, des formes, pas d'incubateurs ou trucs comme ça, mais où on pourrait mettre des VIE où, en gros, ces personnes-là sont... Parce que c'est vrai que la difficulté d'envoyer quelqu'un à l'international, c'est qu'il est tout seul. En plus, c'est un jeune. Donc, en effet, c'est quand même... c'est pas dit que ça marche, quoi. Et moi, je pars du principe... pour analyser finement un marché, déjà, je vois sur le marché français, si on n'est pas présent, c'est difficile de comprendre les interactions. Alors, même si on a fait une très bonne analyse avant... Je pense que c'est assez utopiste de se dire qu'on va faire du marché tout de suite en arrivant dans un pays, sans prendre au moins un an pour bien comprendre qui sont les acteurs clés. Donc, est-ce qu'il n'y a pas matière, ou peut-être ça existe déjà, mais d'avoir un peu, je sais pas moi, alors en France on dit des start-up studios, des trucs comme ça, mais un peu des zones franches où on a plusieurs boîtes qui peuvent se regrouper et avoir au moins un VIE ou des VIE ensemble pour essayer d'avoir une synergie un peu plus forte sur des gros pays, en tout cas. Des gros pays à enjeu. C'est une question et une proposition en même temps, je suis désolée. Alors, sur les structures existantes, à ma connaissance, il n'y a pas, en dehors des CCEF ou après, tout simplement, des émanations locales de certains clusters. Je pense par exemple à Vitagora qui est présent en Asie. En dehors de ça, c'est vraiment plutôt les acteurs privés qui vont avoir un regroupement, une présence locale, avec du coup des synergies possibles entre l'entreprise. Mais sinon, pour revenir quand même sur votre proposition, le VIE,
il y a la possibilité d'avoir des VIE partagés. C'est-à-dire que du coup, c'est une ressource partagée entre plusieurs entreprises. Ça, c'est parfaitement possible. Justement, pour favoriser, alors on s'aperçoit qu'il n'y a pas suffisamment... C'est tout simplement pour favoriser la diminution du risque d'aller sur un marché par deux entreprises, si par exemple on souhaite y aller à l'un. Ça fait partie de la solution. Merci, je rebondis sur justement votre dernière intervention sur les VIE partagés, mais quand on est une entreprise, on ne connaît pas nécessairement d'autres entreprises avec qui on pourrait aller ensemble. Est-ce que Business France peut jouer un rôle là-dedans, dans la mise en relation? Nous, au niveau de l'écosystème français, on n'a pas la main. Ça va plutôt être les CCI, en fait, dans ce cas-là, qui vont faire au niveau géographique, au niveau régional, qui vont faire le lien. Nous, Business France, la seule chose qu'on a fait, justement, ce sont ces programmes collectifs pour aller ensemble sur un marché international. Et certains se concrétisent après par un VIE partagé. Ça arrive, justement. On discute, on va ensemble sur le marché. On voit qu'on a des intérêts communs, qu'on a une solution qui est complémentaire, qu'on a la même philosophie, qu'on a à peu près les mêmes cibles. Bah, hop, on y va ensemble. Donc ça fait partie, mais ce n'est pas notre rôle prioritaire, je vais dire. C'est plutôt quelque chose d'annexe, d'un secondaire, mais qui est possible d'émerger justement dans nos programmes collectifs. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou remarques, ou tout simplement, vos propres témoignages sur vos expériences à l'international, n'hésitez pas. Pour les VIE partagés, on a fait Robin Meister, je suis arrivé en retard, désolé. J'ai une boîte qui fait de la télémédecine vétérinaire et qui fait de l'accompagnement technique à la formation dans les pays en développement. On avait voulu faire un VIE partagé avec un groupe d'entreprises au Mexique il n'y a pas très longtemps. Finalement, on n'y est pas allé pour des raisons de match entre les entreprises. Mais il y a des organismes qui proposent ça justement. Je peux vous retrouver, on pourra en discuter après si vous voulez. Je ne me rappelle plus le nom, mais je vais retrouver. Ils trouvent les boîtes, entre guillemets. Ils ont une personne qui met en place un VIE. Et en fait, ils s'occupent de tout après. Donc pour le chef d'entreprise comme vous, vous n'avez pas à gérer en 24/7 le VIE. Et il est avec d'autres jeunes, entre guillemets, expats, avec des bureaux où il y a déjà tout sur place. Donc nous, on trouvait que c'est une bonne solution. Pour au lieu de prendre un VIE à temps plein, d'avoir un VIE à temps partagé, c'est intéressant. Et sur le retour d'expérience à l'international, nous on est présent en Afrique de l'Ouest. Ça prend du temps. Et une fois qu'on a bien ce temps en tête, c'est trop bien. Alors oui, pour rebondir sur ce que monsieur disait au niveau du VIE partagé par des structures, je reprends l'exemple que j'ai déjà pris tout à l'heure, c'est par exemple le cas de Vitagora, qui est présent, qui a un VIE partagé pour certaines de ces structures, pour certaines de ces PME, sur l'Asie de l'Est. Donc je crois qu'ils sont 5 ou 6 entreprises du coup qui vont ensemble, et c'est Vitagora qui prend en charge en plus du coup cette ressource de VIE. Donc c'est quelque chose de possible. Après, ça demande d'être au sein de ces structures. En fait, c'est pour ça que c'est très important de s'entourer en France, déjà. Sans ça, c'est compliqué de connaître ces opportunités. Où est-ce qu'on trouve la liste de ces structures? Tout ce qui est pôle de compétitivité, etc. Je crois qu'il y a sur le site du gouvernement, il y a une page qui est dédiée au pôle de compétitivité en particulier. Après, si on prend au sens large tout type de structure, donc pôle de compétitivité, association, etc., j'ai pas connaissance, moi en tout cas, je ne dis pas que ça n'existe pas, j'ai pas connaissance d'une page exhaustive qui regroupe l'ensemble des structures existantes de France. Mais sur les pôles de compétitivité, ça existe par contre. IM comme Marie E.D. Bon, c'était déjà bien riche. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas du coup à me contacter. J'ai pas mis mon adresse mail, mais la dernière diapo, il est là. Et puis de toute façon, je crois que ce sera retransmis par la suite. Avec du coup mon adresse mail qui sera bien diffusée. Donc du coup, n'hésitez pas à prendre contact avec moi.
Si jamais voilà, vous avez des intérêts sur l'international, n'hésitez pas à vous rapprocher de CCI. Encore une fois, j'insiste un petit peu, mais c'est vraiment clé. Donc, vous avez tous le droit à avoir un conseiller international. Donc, ça fait partie justement des mesures qui sont prises en place de la Team France Export, qui est là pour vous aider dans la délimitation de votre stratégie. Il ne faut pas hésiter à se rapprocher justement de la CCI, qui vous donnera justement un conseiller international et qui vous permettra du coup de définir, d'y voir un peu plus clair aussi, puisque là, c'est quand même assez court, ça va assez vite, c'est rapide, donc j'ai essayé de faire le plus émotif possible, on ne peut pas tout dire. Donc voilà, c'était un plaisir et puis merci à tous.